la prochaine section se rapporte un peu à l'astronomie et la cosmologie. La semaine passée, on a envoyé dans l'espace le satellite, le télescope Euclide. On a aussi envoyé l'année passée James Webb. Donc, on va parler un peu aujourd'hui de ces deux parce que ça fait partie de l'exploration spatiale et l'exploration astronomique que l'on fait maintenant et c'est très intéressant. Donc, première chose, ça ici, c'est hier. On a enlevé la glace qu'il y a sur le télescope spatial. Donc, de la même façon que si on a un avion durant l'hiver qui vont, tiens, je vais peut-être mettre la photo. Donc, l'hiver, nous avons des avions qui vont voler, il y a de la glace qui vont sur les ailes. Ça met un poids plus lourd sur l'appareil, c'est plus difficile à voler. Mais lorsqu'on est sur la planète Terre, on a des molécules d'eau qui sont dans l'atmosphère. Donc, lorsqu'on a un objet qui va dans l'espace, cette eau, cette humidité devient de la glace instantanée parce qu'on a une température d'à peu près moins 270 degrés. Donc, pour pouvoir bien faire fonctionner notre télescope, alors ici, on a fini la phase d'enlever la glace qui était condensée, qui était cristallisée sur le télescope. J'avais une autre photo aussi, voilà. Donc ici, on voit du haut, on peut voir le miroir qui est ici. Donc le but, c'était de pouvoir donner la chance. Alors, d'après moi, si j'étais un scientifique, on a un appareil qui va dans l'espace, l'humidité qui était de l'air va dans l'espace, donc on fait enlever l'air, donc on se retrouve avec une petite glace ou des particules glacées sur le miroir. Et d'après moi, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va ajouter un peu de température pour permettre que ces petits cristaux de glace, une molécule à la fois, vont s'éliminer et éventuellement, on se retrouve avec le télescope sans aucune glace ou de particules glacées. Alors, sur Terre, on appelle ça la sublimation. C'est lorsqu'on on part du fait qu'on a un solide et qui va se retrouver en particules d'eau dans l'espace. Donc, ça, c'est la première chose. C'est intéressant. Donc, ça, c'est une autre étape et on va se retrouver avec l'observation d'ici quelques mois avec ce télescope spatial. L'autre chose qui est arrivée cette semaine, c'est qu'il y a, alors ça, c'est arrivé vendredi, on a ici Starlink, donc on a notre Starlink qui vient de SpaceX. Starlink, c'est un réseau Internet par satellite. Donc ici, qu'est-ce que l'on fait? C'est on utilise des microsatellites. Donc les microsatellites, c'est pas très, très gros. Ce sont des petits microsatellites, c'est 10 cm par 10 cm par 10 cm habituellement. Et on a M. Musk qui en fait une grille tout autour de notre planète pour pouvoir avoir de l'Internet partout. Alors ça ici, c'est un exemple de ce que ce serait. L'idée, c'est que si on a des microsatellites tout autour de notre planète Terre, ceci permettra à ceux-ci de communiquer entre eux et de nous envoyer les ondes sur la planète. Alors vous allez dire, si on est dans une grande ville, c'est assez facile, on a de l'Internet facilement. Par contre, si on regarde notre planète entière, lorsqu'il y a une basse densité, s'il y a une basse densité de ces voyons voir, je vais retourner à ma photo. Si nous avons une population avec basse densité, ça ne vaut pas la peine économiquement pour une compagnie de mettre soit un réseau qui est sur la Terre avec des fils, des fibres optiques, et donc le faire par satellite est beaucoup mieux. Donc ici, M. Musk a décidé, alors il envoie entre 40 et 60 microsatellites à chaque fois qu'il envoie sa fusée, et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il finit par avoir une couverture de plus en plus grande. Ça devient de plus en plus intéressant pour, bien sûr, les parties au nord de notre planète où il y a moins de personnes, mais ça c'est bien pour eux aussi d'avoir accès à Internet, mais ça permet aussi c'est bon pour le business, pour s'assurer qu'on a des communications fiables partout. Donc, celui-ci est parti. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici le Falcon 9. SpaceX est une compagnie qui envoie rapidement, souvent, ces fusées dans l'espace et ils sont recyclés et donc, à peu de coûts, on peut envoyer de plus en plus des fusées dans l'espace.
J'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur le type de carburant. Donc, si on prend les fusées Ariane, Soyouz ou les navettes spatiales il y a quelque temps, ou même Orion avec le projet Artemis des États-Unis, on utilise l'hydrogène et l'oxygène. Ceux-ci utilisent des combustibles fossiles, c'est plus facile à contrôler parce qu'ils ont des températures plus hautes et donc cela permet à SpaceX de faire des envois dans l'espace plus réguliers et sécuritaires. La prochaine chose qui est la fusée Ariane. Donc, il y a 3 jours, la France a envoyé avec sa fusée Ariane 2 satellites dans l'espace. Donc ça, c'était le 5 juillet. Donc c'était la 117e, je peux mettre ça un peu plus grand pour que vous puissiez voir aussi. Donc le 117e lancement de la fusée Ariane avec 2 appareils à l'intérieur. Le premier, c'était un satellite de communication qui avec une collaboration allemande. Et l'autre, alors celui-ci était Heinrich Hertz. L'autre, c'est le satellite de communication Syracuse pour le ministère des Armées français. Donc ici, il y avait 2 appareils qu'on a envoyés dans l'espace. Ariane 5, c'est la plus grosse fusée que la France a pour envoyer leur fusée. Et donc, c'est un succès qui a eu lieu. Et puis, lorsque j'ai regardé ce lancement, j'ai dit, OK, c'est toujours intéressant de parler des différences entre fusées ainsi que des différentes compagnies. Donc, si on regarde l'Ariane 5, alors ça c'est ici une masse de 780 tonnes. La raison pourquoi cette semaine c'était un sujet intéressant, c'est que c'était la dernière fois que Ariane 5 allait dans l'espace. Et la raison pour cela, c'est que depuis quelques années, la France a commencé à regarder la prochaine génération de fusées à grand tonnage. Et il y a la nouvelle fusée Ariane 6 qui est en construction. Maintenant, ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur cette fusée. Elle devait être prête maintenant si on pense au plan du passé, mais elle n'est encore pas prête. Alors, chose qui arrive ici, c'est que Ariane 5, c'est une fusée qui est arrêtée. Ariane 6 n'est pas encore complétée. Nous avons, alors ça veut dire que les grands projets des gouvernements, donc Ariane, le gouvernement français, il y avait les navettes spatiales qui étaient des États-Unis, les programmes Soyouz des Russes, c'était le gouvernement qui s'occupait de cela. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu des compagnies privées qui ont fait le travail et c'est pour ça qu'on a présentement le Falcon 9 de SpaceX qui peut envoyer les grands tonnages dans l'espace. Donc ici, il y a l'exploration spatiale française qui n'est pas trop sûre parce qu'on se retrouve entre deux, entre le fait que Ariane 5 est terminée et Ariane 6 n'est pas complétée. La question, c'est qu'est-ce qui va arriver avec ce projet? Je pense qu'on s'attend qu'elle soit prête l'année prochaine, mais on n'est pas tout à fait sûr. Je ne sais pas si j'ai... voyons voir. Est-ce qu'il y a un peu une information sur les dates? Alors, voyons voir. Alors, on peut voir ici, c'est une collaboration entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, Belgique, l'Autriche, la Suisse et la Suède. Moi, je cherche une date à savoir quand est-ce qu'on pense l'envoyer. Donc, Ariane 6, ici, avec le premier vol qui est planifié pour 2023, mais ça, c'est cette année. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de faire cela d'ici la fin de l'année? Ça, c'est une question qui n'est pas encore répondue. On va vivre cela ensemble dans les mois à venir. Très bien. Donc, ici, j'avais fait quelques recherches voilà, sur Ariane 5. Donc, si on regarde ici, ils ont commencé avec les fusées Ariane 1 dans les années 70, si je me rappelle bien. Non, les années 80. Et puis, ça a évolué avec les différents types de versions Ariane. Et là, ici, pour Ariane 5, ils ont commencé en 96. Donc, 2006, 2016 et 2023.
Donc, ça fait presque 27 ans que ces fusées fonctionnent. Donc, la raison pourquoi on les utilise, ils sont très, très fiables. Donc, on peut voir ici, il y a eu 111 ici vols qui ont été réussis. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas réussi, mais en général, c'est une technologie qui est très, très fiable. Et ça, c'est fantastique. Et on les utilise surtout pour, alors je lisais, c'est pour envoyer des satellites géostationnaires. Donc, ce sont des satellites que l'on envoie pour mettre un point spécifique et à ce moment-là, la fusée revient, comparé avec d'autres satellites qui sont en orbite autour de la planète. Donc, fusée Ariane, fantastique fusée. Ariane 5 à la retraite à partir de cette semaine. Nous allons voir pour Ariane 6 bientôt. Alors, voilà. Et puis, chose intéressante, je cherchais où est-ce que la France envoie leur fusée Ariane 5, et ça vient de la Guyane française. Alors, en Guyane française, c'est une petite ville qui s'appelle Kourou ici. Donc, je vais faire un zoom pour sortir, pour vous montrer où est-ce que c'est. Donc, Kourou est juste ici. Donc, lorsqu'on retourne, alors on a ici la Guyane française, et on s'éloigne un peu, comme ceci. Voilà. Donc, on a ici la Guyane française et on a l'Équateur. Donc ici, on peut voir que la raison pourquoi c'est un bon endroit pour faire des lancements de fusées, c'est qu'on est près de l'Équateur. Les États-Unis, eux, le font au sud de la Floride parce que c'est le point le plus au sud des États-Unis. Alors, on a la Guyane française et regardez la latitude par rapport à la Guyane française et la France. Et vous allez dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vous le montre. Donc, ici, je vais montrer cela. Donc, j'utilise souvent un globe terrestre comme cela. Nous avons ici la Guyane française qui est juste ici près de l'équateur, comparée à la France qui est beaucoup plus haute dans la latitude. Et la raison pour cela, c'est que nous savons que nous avons une planète Terre qui tourne sur elle-même, donc il y a une rotation. Et ça veut dire que s'il y a une rotation ici, ça fait un effet de donner de l'énergie cinétique plus rapide à la fusée. Donc ça prend beaucoup moins d'énergie pour faire partir une fusée près de l'équateur que de la faire partir de la France ici. Parce que si on regarde ici, la rotation de la Terre ici, même si on a quelques centaines de kilomètres de plus grand, peut-être plusieurs centaines de kilomètres de plus grand comme cercle ici de rotation, ça permet d'aider l'énergie pour l'envoyer dans l'espace. Donc ça, c'est la raison pourquoi que le projet Ariane est envoyé de la Guyane française. Donc ça, c'est un programme intéressant. J'ai un autre point ici. Si on parle du projet Ariane, est-ce qu'il y a d'autres projets qui ont été retirés? Un des grands projets, c'était les navettes spatiales ici des États-Unis. La raison pourquoi que c'est un projet qui a commencé dans les années 70 et ont terminé en 2011 avec des coûts qui devenaient de plus en plus grands et la sécurité qui était peut-être pas toujours assurée parce qu'il y a 2 de ces navettes qui ont explosé avec des astronautes à l'intérieur de ceux-ci. Alors, c'était désolant de cela. Donc, les États-Unis ont fini par dire, on va laisser ça aller. Et c'est pour ça que depuis 2011, les États-Unis utilisaient soit les fusées Ariane pour les aider, donc pour plusieurs satellites, bien sûr, et il y avait les fusées Soyouz qui avaient été utilisées des Russes. Et on en parle de ces fusées tout à l'heure. Donc, les navettes spatiales ici, c'est une navette qui était comme ceci à l'intérieur. Oh, je devrais vous montrer cela, ça serait peut-être une bonne idée. Donc, ça, c'est les navettes spatiales. Il y avait ici dans le centre 2 panneaux qui ouvraient. Et je me rappelle, j'avais des jouets de ceci. Et à l'intérieur, on pouvait mettre des objets. Et c'est comme ça que ceci est envoyé dans l'espace. Les navettes spatiales ont envoyé plus de 130 lancés dans l'espace. Et ils ont fait, bien sûr, des expériences. Ils ont envoyé des satellites. Ils ont envoyé le télescope Hubble, qui était la grosseur d'un autobus, imaginez. Et bien sûr, ils ont fait beaucoup de vols, donc plus d'une trentaine, peut-être 35 vols, juste pour envoyer l'équipement pour construire la station spatiale internationale.
Parce que je rappelle que la Station internationale a une orbite autour de la planète, donc on avait besoin de vaisseaux spatials pour aller dans l'espace et suivre l'orbite, ce que les fusées Ariane, par exemple, ne peuvent pas faire. Donc ici, on a eu nos navettes, et ici, ils ont été retirés. Chose intéressante, c'était un peu cette idée, comment est-ce qu'on peut baisser les coûts d'envoi dans l'espace en recyclant certaines parties. Donc, je ne sais pas si c'est ici qu'on mentionne la liste. Voilà. Si on regarde la liste des navettes spatiales, il y avait Columbia et Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour. Et il y avait entreprises qui avaient commencé à faire le développement, mais qui n'a pas vraiment été dans l'espace. Donc ça, c'était le projet recyclable des États-Unis. Et bien sûr, on s'est retrouvé avec maintenant SpaceX qui fait ce travail. Alors, au lieu qu'on ait un gouvernement américain qui font leur propre programme, on demande au privé. Malgré le fait qu'on a le projet Artemis, qui est fantastique, qui est un des plus grands projets présentement, avec le projet Gateway qui va vers la Lune. Je voulais parler rapidement. Voyons voir, ça ici, c'était, je vais mettre le lien, c'est technosciences.net, qui est la liste de tous les lancers qui ont été faits dans l'atmosphère ou dans l'espace des navettes. Mais je pensais que le dernier était Atlantis. Donc, je ne sais pas si celui-ci est à jour, donc c'est intéressant. Et le dernier point qu'on va mentionner, c'est qu'il y a les projets Soyuz. Donc, les projets Soyuz ou les fusées Soyuz sont seulement, ils partent des États-Unis. Et la raison pourquoi je faisais un peu de recherche, c'est qu'il y avait eu une discussion pour faire les départs des fusées Soyuz de la Guyane pour aider justement à cette énergie cinétique pour l'envoi dans l'espace. Et c'est un projet qui n'a jamais abouti. Mais tout de même, les fusées Soyuz, c'est un programme qui est très, très, très fiable, qui a été utilisé pour envoyer des personnes dans l'espace très, très souvent, surtout lorsque le projet des navettes spatiales a arrêté et que SpaceX n'avait pas mis au point leur fusée encore. Donc, un projet fantastique. Ici, on peut voir qu'il y a plus de 1700 lancements. C'est un des programmes spatiaux qui est le plus, je veux dire, c'est le plus grand. Le programme spatial le plus, quel est ici, le plus fiable que les humains ont créé. Bien sûr, ça change avec le temps, mais on ne pourra jamais dénier la contribution des programmes Soyuz ici, des Russes. Donc, ça, c'est les points que je voulais mentionner sur ce qui s'est passé, les lancements qui ont eu lieu cette semaine avec Ariane 5, qui prend sa retraite, SpaceX qui a envoyé un satellite, qui a envoyé ses micro-satellites de Starlink dans l'espace. Et c'était intéressant de voir comment est-ce que l'exploration spatiale est quelque chose très, très actuel, voilà le mot. Des programmes qui sont très actuels pour les personnes qui sont intéressées ou les personnes qui vont en sciences, bien sûr. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.